Salut! J'espère que tu vas bien. Très contente de te retrouver pour la deuxième partie du podcast de Anna et de Louis. Si tu n'as pas vu la première partie, elle a été diffusée le 2 octobre dernier. Donc, je t'invite à aller l'écouter avant d'enchaîner avec celui-ci. De plus, on est dans la semaine lavalloise des aînés. Donc, le 6 octobre prochain, nous avons notre conférence virtuelle « Être au sexe et être confiant ». Je t'invite à t'inscrire au www.mauv.ca. Tu as directement sur la page d'accueil l'encadré pour t'inscrire. T'inscris ton courriel et tu vas recevoir le lien directement à ton adresse courriel par la suite. Donc, j'espère vous retrouver en grand nombre le 6 octobre prochain avec ma collègue Sophie Marcotte. Au plaisir de vous revoir et je vous dis bon podcast, bonne écoute et à bientôt. Moi, je dis toujours que la vieillesse, c'est un état d'esprit. Si tu veux être vieux, t'es vieux. C'est pas un défaut d'être vieux. Mais c'est un état d'esprit. Alors, c'est ça. Le Mauve vous présente l'heure dorée. Est-ce que tu es dans le même état d'impression qu'elle aussi? Oui, c'est sûr. Moi, ce que je dirais, c'est que il aurait fallu certainement qu'on en parle beaucoup plus tôt avec mes parents. Mes parents, ça fait 2017. Donc, ça fait 4 ans qu'ils ont vendu leur maison. Parce qu'initialement, mes parents, quand ils ont vendu leur maison, ils sont venus vivre ici avec nous. D'un commun accord avec Anna, on avait décidé, on a acheté une maison plus grande pour pouvoir accueillir mes parents. On a adapté la maison à plusieurs aspects. Et mes parents sont partis de leur maison qui vivaient là depuis 40 ans passés. Ils ont vendu leur maison, ils sont venus demeurer avec nous. Pour se rendre compte, après 1 an environ, que c'était pas vraiment ce dont à quoi ils s'attendaient dans leur gestion du quotidien, la vie avec nous. Et de notre côté, je vous dirais même aussi, on a été un peu surpris du choc des générations. Nous, notre vie professionnelle active, eux, leur retraite, nos heures de travail. Puis il y avait beaucoup de solitude. Malgré le fait qu'il y avait beaucoup d'amour, j'adore mes parents et Anna adore mes parents. Mais on s'est rendu compte que c'était pas facile à gérer. Et même vivre avec des personnes âgées au quotidien, c'est pas comme quand je vais 1 fois par semaine ou 2 fois ou 3 fois par semaine visiter mes parents. On prend un café ensemble, on discute et après ça, on se quitte, on s'embrasse et on se dit on se revoit dans quelques jours. Vivre au quotidien, c'est pas... c'est différent. Non, parce qu'il n'y avait plus la... Même si c'était tes parents, il n'y avait plus la relation parent-enfant. C'était plus une relation colocataire. Ben oui, si on veut. C'était toujours mon père et ma mère qui demeuraient avec nous. Mais quand même, je veux dire, on est là, nous, c'est notre quotidien. Alors, on a des responsabilités, on a des choses, on a des amis, on a des... Alors, donc, toute cette vie-là fait en sorte que c'était un peu... on s'est senti un petit peu désemparés, où on ne savait pas exactement... Et puis, eux autres aussi l'ont senti. Et puis, pour eux autres aussi, c'était différent. Là. Ils se sentaient pas vraiment
ils étaient chez eux, ça c'est clair, je veux dire, mais ça a été un choc pour eux autres, partir d'une maison avec leurs habitudes de 40 ans et s'en venir vivre avec leur garçon. Ça a été un gros choc. Et quand ils ont décidé de quitter, pour nous, évidemment, ça a été un choc aussi. Mais force est d'admettre que maintenant que je les vois dans leur appartement, c'est sûr qu'on a beaucoup d'inquiétudes pour eux parce que je préférerais qu'ils soient dans une résidence avec toute la sécurité, toutes ces choses-là, mais leur choix, c'est de faire ça. Mais je les sens beaucoup plus différents. Je pense qu'à quelque part, je veux dire, ils sont mieux de ce côté-là. Par contre, d'un autre côté, ça va être encore plus difficile parce qu'ils ont repoussé un peu l'échéance et ils la repoussent encore à tous les jours. Parce que, inévitablement, c'est clair qu'à 90 ans puis à 94 ans, ils sont pas dans leur meilleure forme, leur meilleur état. Alors, évidemment, il va falloir y penser vraisemblablement à court terme. Et là, ça va être un nouveau deuil pour eux qui vont avoir à vivre. Exactement. Alors, et ça va être bien, bien compliqué, là. Mais ça fait partie des défis de la vie. Et puis, comme enfant, on va faire ce qu'il faut. On va s'occuper d'eux. Puis c'est ce qu'on rencontre aux familles que nous rencontrons au sein de notre travail, que justement, le deuil de la perte d'autonomie est plus difficile que le deuil d'un décès de quelqu'un. Parce que lorsque quelqu'un décède, il y a des cérémonies, il y a toutes les choses sont mises en place pour passer au travers de ce deuil. Mais tandis que le deuil de la perte d'autonomie, c'est accepter qu'on est moins autonome qu'hier, mais qu'on est déjà plus que demain. Mm-hmm. Puis, tantôt, tu as apporté un point que on entend souvent des familles qu'on rencontre aussi, que c'est difficile de prendre des décisions parce qu'il y a l'aspect culpabilité. Et la question qu'on aime souvent poser à ces familles-là, c'est quand vos enfants étaient plus jeunes, vous preniez des décisions pour eux, même si des fois vous saviez qu'ils n'allaient pas être d'accord avec vos décisions, mais vous saviez que c'était pour leur bien. Puis vous n'aviez pas nécessairement, que ce soit monoparental ou en couple, de doute que non, c'est ça qu'ils vont manger, c'est pour leur santé, c'est tout. Mais pourquoi il y a une culpabilité lorsque c'est ton père, disons, ou tes parents, sachant que les choix que tu prends, c'est pour leur bien. Surtout, vous connaissant vous deux depuis longtemps, vos choix ne seront jamais pour leur faire du tort ou... Non, ça c'est sûr, mais je crois que pour moi, c'est mes parents. Ils me disent non, je veux pas le faire. Puis moi, je suis sa fille. Puis je vais dire oui, tu vas le faire. C'est comme un... Et qu'est-ce que j'aimerais tellement qu'ils comprennent, parce qu'on vit ça des deux côtés. Ils se lamentent de la solitude. Mes beaux-parents, quand ils habitaient ici, c'est ça le gros problème. Parce que nous, on travaillait des heures de fou. Louis est encore dans le domaine de l'automobile, fait qu'on faisait des heures de fou. Et eux, ils se trouvaient seuls. Mais en résidence, vous n'allez jamais être seul. En effet. Et aujourd'hui, je vis exactement la même chose avec ma maman. Elle dit qu'elle se sent seule. Parce qu'on s'entend, mon papa, ils m'ont expliqué qu'avec la démence, ils deviennent... ils se renferment. Oui. Ils vont regarder la télé, ils n'écoutent pas vraiment, mais eux autres, ils vont rester... Puis elle se retrouve toute seule. Fait que, comment leur faire comprendre? C'est ça que j'ai de la misère. Parce que je veux pas qu'ils pensent que je les aime pas, qu'ils sont un fardeau, c'est pour ça que je veux les mettre en résidence. C'est pas ça du tout. Mais, et où ce que je trouve aussi difficile, qu'est-ce que je trouve aussi difficile pour moi? Je suis comme prise entre mes parents et mes enfants. Parce que là, mes parents disent « Oh, on voit jamais ils nous appellent pas, ils viennent pas, c'est puis ça. » Puis je réponds, je dis « Ils ont une vie. » C'est pas qu'ils t'appellent, ils viennent te voir de temps en temps, tu sais, c'est... Mais mes enfants vont me dire « Ah, tu veux-tu, s'il vous plaît, parler à ta mère? » Ah. Alors moi, je suis comme un peu, tu sais, pognée dans tout ça. Fait que je me dis... Comment faire comprendre à ma mère, plus que mon père? Parce que si ma mère elle a dit oui, mon père va suivre, OK? Mm-hmm.
que tu te plains de la solitude, mais en allant en résidence, tu te fais des amis, il y a des activités. Puis quand on va venir te voir, ou si tu sors puis tu viens à la maison, ben c'est du temps pour toi. Parce qu'on vient te chercher, où tu viens. Ben, ça va être du moment qu'on va passer ensemble de qualité. Exact. T'sais, au lieu d'aller juste parce qu'il y a un problème, puis là, tu t'en vas là, tu règles le problème, là, tu t'en vas, puis eux autres, ils sentent qu'ils t'ont pas vraiment eu. Non, parce que tu as fait une commission, tu C'est t'es ça. occupé d'un problème de santé, Exact. ou tu t'es ci Mais ou comment ça, mais faire? tu joues pas ton rôle de je passe un moment de qualité avec mes parents, Oui. puis des échanges qui peuvent être vraiment encore aujourd'hui pertinentes. Mais là, tu t'occupes, t'es travailleuse sociale, t'es infirmière, t'es taxi, t'es livreuse de ci. Fait que t'as plus aucun des moments de qualité, je pense, avec eux. Puis en résidence, ben vous pourriez retrouver C'est ça. cet aspect-là. Puis au moins, quand nous, on travaille, ben eux sont pas tous seuls. Mhm. Tu sais, tu descends en bas, tu peux faire une activité, mais comment leur faire comprendre et qu'ils prennent pas ça comme si on veut juste s'en débarrasser? Parce que c'est vraiment pas ça. On le voit, moi je le vois qu'elle souffre parce que elle aimerait ça être plus avec nous. Mon père jase pas beaucoup, fait qu'ils se retrouvent les deux ensemble, mais tu sais. Mais c'est tout cet aspect-là, je trouve que c'est difficile. C'est difficile à gérer. Puis je voudrais pas les... Tu sais, comme... On est toujours comme un peu comme un enfant. Hein? On veut pas décevoir nos parents. Peu importe l'âge que tu as. Tu sais, tu dis, fait que je trouve que c'est une décision très difficile. Et je sais qu'un jour très proche, je vais pas avoir le choix de prendre des décisions. Mais ça me tourmente. J'aime pas ça. Tu dis justement, tu veux pas déplaire à tes parents, maintenant, même si tu es adulte, même qui en ont besoin. Puis en effet, ça vient avec le fait que autant il n'y a pas de manuel pour être parent au début, mais il n'y a pas plus de manuel pour être enfant d'un parent qui va avoir besoin d'aide très bientôt. Est-ce que, comme tu disais tantôt, Louis, tu penses que ça devrait être une habitude à faire, de parler de ces choses-là avec Oui. ses enfants avant que ça soit rendu dans l'action, justement? On n'a jamais parlé dans notre famille ou dans ma famille de cet aspect-là avec mes parents quand ils avaient 55, 60, 70. On n'a jamais parlé de ça. Parce qu'eux autres, certainement, ne ressentaient pas le besoin. Mais je crois que ça devrait... parce qu'en réalité, les personnes ont peur. Mais si mes parents ne veulent pas aller en résidence ou si les parents de Anna ne veulent pas aller en résidence parce qu'ils ont peur. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils savent pas Peur de l'inconnu. Ils ont peur de l'inconnu. Et à plus forte raison, à 75 ans ou 80 ans, d'avoir peur de l'inconnu, de se retrouver un peu déstabilisé dans notre quotidien. Et encore plus quand on écoute les nouvelles. Absolument. Tout ce qui se passe, etc. Alors que si ça devient justement un peu une... On en parle, on en discute, comme on va parler de sexualité avec nos jeunes adolescents, ou qu'on va parler de toutes sortes on va parler de la maladie, on va parler de... Alors je pense que ça devrait éduquer un peu... montrer les différences, aller visiter une résidence, voir c'est quoi, aller voir. Ça peut faire partie, je veux dire, d'un processus à moyen-long terme, je veux dire, où est-ce que les gens vont être au courant. Oui, mais pas tout le monde est ouvert, Louis. Regarde ta maman. Non. Elle est zéro ouverture. Oui. Maman, c'est la même chose. Tu sais, mais moi, dans tout ça, qu'est-ce que j'apprends? Et c'est sûr qu'on va le faire. On va en discuter avec nos enfants. Parce que moi, je veux pas que nos enfants vivent ça. C'était justement ma prochaine Absolument, question. c'est ça. Ma prochaine question. Tu sais? Mis à part aujourd'hui qu'on en parle devant Claudine,
Est-ce que vous aviez déjà eu cette discussion-là avec vos enfants? Non. Non. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, mais en blague, un peu en blague, là, mais parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ma mère a toujours souffert de dépression. Fait qu'il y a des fois que les cris sont assez énormes. Fait que je disais à mes enfants, tu sais, quand j'en pouvais plus, je disais, si un jour je deviens comme ça, là, vous me renfermez. Tu sais, mais, puis j'ai même dit, vous venez pas me voir. Parce que quand vous allez venir me voir, je vais vous faire sentir coupable. Fait que vous me renfermez, puis vous venez pas me voir jusqu'à quand j'ai décidé d'être compréhensif. Puis si ça arrive pas, ben tout bad. Mais c'est pas logique. Non. Tu sais. Et pourtant, vous avez plusieurs choses à dire à vos enfants parce que vous êtes des personnes très sages, très intelligentes. Tu sais, comme tu dis tantôt, vous parliez de sexualité avec vos adolescents. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aborder ce sujet-là sur votre futur, on s'entend dans très longtemps, mais votre futur part d'autonomie avec vos enfants qui sont déjà c'est sûr qu'on va le adultes? faire. C'est sûr qu'on va le faire, mais et on est dans l'âge qu'on va le faire et je suis convaincu que si on en parle, si on l'envisage, si on en discute, le jour où on va avoir à faire le pas, ça va être beaucoup plus facile à faire pour Vous allez nous. être préparé. On va être préparé un peu. OK. Donc, ça, c'est bien. Mais Puis, moi, pour vous, ma part, mes grands-parents, je ne les ai pas connus. Ils sont morts pendant la guerre. Anna a eu la chance d'avoir des grands-parents avec elle, mais qui sont morts relativement jeunes. Ils ont- mon grand-papa, oui, ma grand-maman, non. Ma grand-maman, elle a vécu jusqu'à 91. Mais elle n'était pas dans une résidence. Non, elle restait avec ma tante. Elle restait avec ta tante. Donc c'est ça. Donc c'est en parler maintenant avec mes parents. Ma mère dans sa 94e année, on s'entend qu'on a manqué le bateau. Là, je veux dire, pour elle, ça va être un déracinement et elle va devoir... Puis, ça va être très dur à vivre Oui. le jour où on va devoir la mettre dans une résidence. Et la même chose pour mon père. Je veux dire, l'inquiétude aussi, est-ce qu'ils vont être à la même place? Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que, dépendamment de leur état de santé, je veux dire, s'ils vieillissent, comme on dit, s'ils cheminent de la même façon tous les deux, ça va très bien aller. Ils ne seront jamais séparés. Mais s'il fallait qu'ils soient séparés, comment ça va se passer? Ça, on ne le sait pas. Mais ça, comme on dit, on est devant le fait, on va devoir l'assumer. c'est ça. Et on l'assumera. C'est sûr que pour nous, ça va être excessivement difficile à vivre. Et j'ose même pas penser pour eux aussi. C'est certain. C'est certain parce que, comme Anna disait tantôt, même si vous savez que vous faites ça pour toutes les bonnes raisons, il y a une culpabilité qui va être Absolument. là parce que vous êtes Ça, humain on devra aussi. vivre avec. Puis, si je vous demandais cette discussion-là, ça serait la responsabilité à qui? Disons maintenant, si on parle de votre situation à vous deux, c'est-tu la responsabilité à vous deux d'entamer la discussion avec vos enfants ou à vos enfants d'entamer la discussion avec vous deux? Non. Qui ferait Nous, les- avec nos enfants. C'est notre réalité. Je pense que c'est à nous. Et puis c'est aux enfants d'en être conscients. Et Ben nous, qu'est-ce que je trouve de bien, c'est que déjà pour nous, on a discuté. Alors, si un ou l'autre tombe malade, qu'est-ce qu'on veut ou... OK? Mais c'est sûr qu'avec qu'est-ce qu'on vit avec nos parents, qui n'est pas facile, on veut pas que nos enfants vivent ça. Fait que c'est sûr qu'on va devoir s'asseoir avec nos enfants et dire qu'est-ce qu'on voudrait. Tu sais, puis dire comment qu'on voit ça, le temps qu'on est les deux en santé. Puis s'en aller vers ça. Parce que comme ça, les enfants vont pas avoir de culpabilité. Et nous, le fait qu'on vit ça présentement, ça va juste nous aider quand ça va être notre tour de prendre des décisions. On voit qu'est-ce que c'est. Fait que ça va juste nous encourager. Parce que la vie est faite comme ça. Tu sais, mes enfants, ils ont leur vie. Tes enfants, vous avez votre vie. On ne peut pas s'attendre que vous venez nous voir à tous les fins de semaine. Tu sais, on travaille toutes vous travaillez comme nous, toute la semaine. La fin de semaine, il y a juste 2 jours, hein? Fait que vous avez des copains, Une maison. une maison, des amis, Une des épicerie. activités que vous voulez faire, c'est ça. Fait que vous ne pouvez pas courir toutes les fins de semaine, venir voir les 2 vieux, là, tu sais. Tout à fait.
Est-ce que vous trouvez que, justement, là, vous êtes un peu quand même là-dedans, est-ce que vous trouvez facilement de l'information par rapport peut-être au questionnement ou à de l'aide est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'informations pour se préparer à ça? Non, absolument pas. Est-ce que ça serait le fait qu'il n'y a pas eu peut-être d'assez d'informations ou de sollicitations qu'à l'époque, il y a peut-être 10 ou 15 ans, la conversation aurait pu être abordée, comme on disait tantôt avec tes parents? Est-ce que c'est un manque d'informations qui aurait fait en sorte que ça n'a pas été abordé? Non, moi je pense que pense c'est que l'époque. c'est l'époque. Puis discuter avec nos enfants, ou discuter... je sais pas, moi je dis que dans ce temps-là, comme moi aujourd'hui, est-ce que c'est important pour moi de savoir... Mais ce qu'il faut, c'est d'en prendre conscience. Ça, évidemment, ça c'est super important parce que si on parle de déracinement, plus on va se préparer. Quand on est préparé, tout va bien. Mm-hmm. Un peu, on achète nos préarrangements. Donc, le jour où on est mort, on sait qu'est-ce qui va arriver. On va être incinéré, enterré, exposé, pas exposé. On est prêt. OK? Alors, pourquoi pas avoir une démarche similaire, je veux dire, en ce qui a trait l'hébergement, comment ça va se passer. La perte d'autonomie. La perte d'autonomie. Parce que le monde sont en déni, oui. C'est ça. C'est sûr. C'est T'sais, sûr. nous, là, on le vit parce que on est conscient, parce qu'on vit quelque chose. Tu comprends? On le vit avec nos parents. Absolument. Mais avant qu'on vivait ça, tu sais, moi, même quand j'ai connu tes parents, il y a 6 ans, c'était très différent. Hein? Ton père était super en forme. Aujourd'hui, c'est plus ça. Fait que il vit comme ton père, tu sais. Il avait dit qu'il allait vendre son auto. Il veut pas vendre son auto. Il est en déni. Parce que, on s'entend, Louis, il conduit pas bien. C'est un danger public. Puis on peut même pas y dire, parce qu'il devient frustré. Fait que tu veux pas le blesser, fait que tu tais et tu pries que rien de mal va arriver. Mais c'est un danger, pas juste pour lui, pour les autres autour. Tu sais, fait que tu sais pas comment gérer. Tu le dis, parce que tu as essayé de le dire. Et ils acceptent pas. C'est comme, ils sont dans le déni total. Fait que moi, je veux pas être dans le déni total. C'est ça l'avantage d'avoir des... Tu sais, il y a des avantages puis des désavantages à tout. Mais avoir des parents qu'aujourd'hui, on doit s'occuper d'eux, c'est un avantage pour nous. Parce que on va pas faire vivre ça à nos enfants. Puis si on entre un peu dans votre intimité, votre discussion justement sur votre future perte d'autonomie, elle s'est déroulée comment? On a tout de suite bien établi des balises à ce sujet-là. Probablement, nos testaments sont faits, les mandats d'inaptitude. Ça, de ce côté-là, c'est tout défini d'avance, qu'est-ce qui va se passer. Alors, de ce côté-là, ça va être facile. Puis on en parle, je veux dire... On en parle ouvertement. On en Même parle ouvertement. Le fait que toi, tu as été opéré il y a 2 ans, tu sais, quand il y a des situations qui te poussent à réagir et penser, et tu sais, comme ton papa, il m'a toujours dit, si je peux rester handicap, tu sais, pas être capable de... Il dit, je préfère pas être là. Fait que tu tires la plug, tu sais. Fait que... Tant que juste avoir un cerveau dans un corps c'est inactif. Ça. Lui, ça ne l'intéresse pas. T'sais. Puis même chose pour moi. Mais on parle ouvertement de ça. Oui, de notre côté, nous, on est... Pour ça, on est très... Vous avez été franc, puis oui. vous avez mis Oui. les points sur Oui. les barres CT, comme on dit. C'est ça. Ben, pour nos deux cas, c'est une nouvelle vie qu'on a entamée il y a 6 ans, ou non, bien 7 ans. Alors, je pense que... comme tout dans la vie, Louis, on apprend. Hein? On apprend et on sait que c'est des choses qui font partie de la vie. Alors, on a tout de suite mis des balises bien claires. Au moins, de ce côté-là, il n'y aura pas d'inquiétude à avoir pour les autres. Là.
Je suis quand même surpris que que vous avez mentionné le mandat d'inaptitude, parce que souvent, depuis 5 ans, souvent, quand je demande aux familles, est-ce qu'il y a des choses de prêt? Ah oui, les arrangements funéraires, ces choses-là, c'est prêt, tu sais. Non, Puis là, OK, mais est-ce qu'au cas où qui te vient inapte, est-ce qu'il y a un mandat qui a été signé? Puis souvent, je pourrais dire, au moins 60% du temps, il n'y a pas de mandat d'inaptitude de fait. Puis, on s'entend que l'inaptitude arrive souvent avant la mort. Absolument. Puis c'est souvent là que ça engendre de la paperasse et du stress et de l'anxiété. Les comptes sont fermés, on n'a pas son code, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Puis là, on n'a pas accès pour payer les factures, on n'a pas accès pour payer. Puis là, c'est la famille, les enfants qui sont pris avec... Ils sont pas bien avec ça. Puis là, c'est ça, on essaye de tricoter à travers tout ça, puis trouver des manières de s'en sortir. Fait que vous m'avez mentionné ça, j'ai été quand même agréablement surpris. C'est quand même rare que les gens vont parler de mandat d'inaptitude. Nous, je pense que le fait qu'on est une famille reconstituée, on a pensé ça au début. On a vraiment voulu faire nos testaments. Nos testaments ont été faits la première année. Et toutes les directives. Parce que c'est sûr que, tu sais, on a 2 familles qui sont venues ensemble, mais les enfants, tout le monde a leur opinion. Fait que pourquoi laisser des chicanes ou pourquoi laisser que vous devez prendre la décision? C'est ça qu'on veut. Fait que, puis c'est clair. Fait que si jamais c'est moi qui parle en premier, mes enfants ne peuvent pas aller voir ton père et dire ben là, pourquoi tu fais ça? C'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. C'est si c'est ça qui arrive, voici le scénario. Et c'est moi qui ai choisi arrive, ça. C'est pas Louis qui l'impose. T'sais? Fait que je trouve que ça, c'était... Pour moi, c'était priorité numéro 1. Puis c'est toujours dans tu sais, être un parent, être un adulte, il n'y a pas de livre. Fait que tu apprends. Puis des fois, tu apprends aussi avec les erreurs des autres. Tu sais? La différence entre une génération et l'autre, nous, on parle beaucoup plus. Nos parents, c'était plus, tout était comme un secret, tu sais. Le mari et la femme, ils se parlaient, c'était tabou. Tu pouvais pas en savoir plus qu'il faut. Moi, je suis très ouverte avec mes enfants. Fait que c'est ça que je veux, c'est comme ça. Je n'ai pas de cachette, tu sais. Puis c'est important. Puis avec ça, bien, l'autre personne, s'ils veulent apprendre, ils vont apprendre de moi, mes enfants. Tu sais, je ne l'impose pas. Mais je préfère dire les choses comme telles. Comme moi, j'ai appris de mes parents le respect, bien, si je veux laisser quelque chose à mes parents, à mes enfants, c'est ça. Apprendre de tes choses qui t'arrivent, de qu'est-ce qui arrive à une autre personne, puis sers-toi pour avancer, puis faire les choses sans que tu sois blessé, sans que tu prennes une décision que tu ne veux pas prendre. C'est toutes des affaires qu'on peut éviter si on fait les choses comme il faut. Puis si on décide d'apprendre aussi de ce qu'on voit autour de nous, au lieu de peut-être mettre nos œillères. C'est ça, ou juger. Parce que souvent, c'est ça, la jeunesse d'aujourd'hui, beaucoup jugent. Apprends, parce que les autres sont en train de le vivre. Fait qu'ils vivent comme ça. Peut-être un jour, si ça va t'arriver, qu'est-ce que tu as vu peut t'aider à t'en sortir. T'sais? Ou peut-être pas, peut-être ça va être toute une autre affaire, mais c'est avec l'expérience de vie qu'on avance. C'est ça. Que ce soit la nôtre ou celle des autres. C'est ça. Les deux peuvent être autant bénéfiques pour chacun. Ça m'amène au moment de vérité. Tantôt, on parlait justement de le fait que vous êtes proche aidant pour vos parents. La pandémie aussi. Tes parents ont quitté la maison intergénérationnelle juste avant la pandémie, si je ne me trompe pas. Comment que vous trouvez toutes les nouvelles qui ont passé au niveau de justement la proche aidance, les résidences en temps de pandémie, et comment que vous évaluez notre système de santé? Pourri. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était atroce. Pour le monde qui était dans les résidences, comme chez Héron et tout ça, j'ai trouvé ça... tu sais, de ce côté-là, quand tu regardes des affaires comme ça, c'est sûr que ça n'arrive pas à tous les jours, des pandémies.
Tu sais, imagine si on aurait insisté que tes parents vont dans une résidence, puis quelque chose serait arrivé. La culpabilité que tu sais, Elle aurait parce été qu'on... encore plus grande, là. Ben oui, parce qu'on en a parlé à tes parents. Puis parce que ta maman, elle a dit, si tu m'amènes là, c'est comme si tu me tues. Fait que c'est pour ça qu'il il a arrêté. Mais imagine si elle aurait dit, OK, je vais essayer. Quand tu regardes ce qui est arrivé à tout ce pauvre monde-là, il y a quelque chose dans le système qui ne marche pas, là. Parce qu'on n'avait pas besoin de pandémie pour voir qu'il y avait des gros trous dans le système santé. OK. On en a vaguement parlé tout à l'heure au début. Je pense que, comme toute catastrophe qui arrive dans le monde, la COVID va avoir conscientisé bien des choses au niveau des services de santé, au niveau de l'importance des gens, des travailleurs de première ligne. Imaginez s'il y avait des gens qui gagnaient un peu au-dessus du salaire minimum, qui faisaient ce travail-là, qui l'ont fait pendant des années. Et la société vivait très bien avec ça. Hein? Alors là, il aura fallu 12 000, 13 000, 14 000 morts au Québec pour que là, l'État se réveille et valorise la profession, paye davantage des gens, soit à l'écoute, parce que les gens qui travaillaient dans les CHSLD ou dans les résidences, c'est pas parce qu'il y a eu la COVID qui ont levé la main pour dire on manque de ressources, on manque de moyens, on manque de tout ça. Ils le disaient depuis de bon nombre d'années. Mais en réalité, on préférait faire des routes, faire d'autres affaires. C'était moins important. On coupait, sauver sur le salaire de l'un, sauver sur ci, sauver sur ça. Et là, la COVID est arrivée. Puis, toutes les lacunes qu'on avait ont été mises au grand jour. Force est d'admettre qu'on a un gouvernement qui a su gérer, à mon humble avis, la crise de bonne façon. Et puis là, il y a des choses qui changent. C'est une volonté sociale aussi, parce que tout le monde a été choqué, tout le monde a été interpellé par tout ce qui est arrivé. Alors, c'est facile quand tu as l'appui de la société pour pouvoir prendre des mesures, donc le gouvernement paraît bien là-dedans. Mais néanmoins, ils l'ont géré de façon humaine et puis on va sortir grandi de cette expérience-là et surtout, on va être prête pour les prochaines parce que je pense pas que on est sorti du bois ou des pandémies, il va en avoir d'autres. Ça va faire partie certainement, mais au moins on va être prêt. Rappelez-vous, au début de la pandémie, ils disaient « Oh mon Dieu, avant qu'il y ait un vaccin, ça peut prendre plusieurs années. Il ne sera pas écoulé 2 ans que la grande partie, en tout cas le Canada, lui, va être vacciné. » Et ils ont fait des choses incroyables en peu de temps. Oui, alors, mais ils doivent vouloir, Louis. Pour les aînés, moi, je trouve il n'y a pas assez de ressources. C'est sûr, mais aujourd'hui, ils ont plus de moyens que là. Oui. C'était le bénéfice de la pandémie. Alors, je suis sûr que on parle aux familles qui ont perdu, il y a zéro bénéfice, hein? Non. Bien d'accord. Puis vous, comment que vous l'avez vécu, la pandémie, justement, parce que vous avez alterné le fait de rester à distance, mais tout en continuant d'aider vos parents. Comment c'était ces 2 dernières années? Au début, j'ai trouvé ça super difficile. Le premier mois, je dirais que j'ai trouvé ça bien. Parce qu'on était comme, tu sais, quand on vit tellement une vie qui déroule tellement vite. Tu travailles, tu fais ci, tu fais ça. Fait que le premier mois, on a pris ça comme super calme.
Mais après, pour nos parents, j'ai trouvé ça Très difficile. très difficile. J'allais faire l'épicerie pour ma maman, je la mettais à la porte. Tu sais, tu vois pas tes parents depuis... c'est pas facile. C'était pas facile du tout. Puis ça fait peur, parce que tu es en avant de l'inconnu, hein? Fait que tu sais pas... puis oui, tu écoutes les nouvelles, fait que ça... Tu es informé, mais des fois, c'est pire. Parce que tu sais pas tout. Là, tu as des doutes. Tu sais, fait que tu... Mais j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup... Dans ça, il y a eu beaucoup de solitude. Beaucoup. Le moral très... ça a été difficile. Oui, ça a été, évidemment, pour toute la vie familiale, ça a été très moment dur à vivre. On a dû faire le deuil de réunion. Tout le monde, on pouvait pas manger avec nos enfants, on pouvait pas les voir, on pouvait leur parler. Mais c'est sûr que ça a été un moment dur à passer. Très dur. Après, il y a eu l'été, ça a été un petit peu plus facile. On s'est revus un peu, on a profité un peu. Encore une fois, l'hiver a été très difficile. Mais c'est des moments qui sont derrière nous et puis on va être préparé, encore une fois, je veux dire, à ce qui pourrait arriver dans le futur. Puis surtout, c'est que on en tire des leçons. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte que maintenant, ça se passera pas de la même façon si jamais ça devait revenir, cette problématique-là. Nos personnes âgées vont sortir de là mieux armées, mieux protégées. Et oui, mais surtout l'importance du manque. Quand t'as pas ta famille, je trouve que, tu sais, on pouvait pas voir les enfants. Moi, j'ai trouvé ça excessivement difficile. Toutes les fêtes, je faisais comme une mini-dépression au début, là. Parce que j'aime ça, nos réunions, tout le monde ensemble, la chaleur que ça nous amène. Je trouve qu'il y avait... j'ai trouvé ça énormément difficile. On pose souvent la question lors d'entrevues pour des employés, mais encore là, ça s'applique aussi pour vous. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour améliorer le sort des aînés comme vos parents? Ben moi, je dirais que donner, faciliter le dialogue dans les familles, qui est... tout le monde revendique maintenant qu'on peut se réunir, qu'on peut se parler, qu'on peut dire des choses. Maintenant, on peut être ensemble, 20 personnes, 30 personnes, 3000 personnes dans un amphithéâtre pour regarder nos joueurs de hockey. Mais prendre le temps de discuter des vraies choses avec nos proches, avec nos enfants. Parce que souvent, on se réunit, mais qu'est-ce qu'on discute? On donne-tu la place au dialogue dans nos discussions ou c'est tout simplement... tout le monde s'assoit, on mange, on parle, mais on n'établit pas une vraie possibilité de dialogue. Alors, ce serait ça, parce que je pense que, encore une fois, là, on a eu la chance de discuter tous les 4 ensemble. Moi, j'ai discuté avec ma fille, mais c'est la première fois que je discute de ça avec elle. Pourtant, à 30 ans. Et puis, on n'a jamais pris la peine de le faire. Je suis convaincu qu'Anna n'a jamais eu cette discussion-là avec ses 4 filles. Du moins, prendre 2h30, montre en main, pour discuter de ça, sans que le téléphone, ou sans un texto, sans une distraction. Ça, c'est impossible. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se lève pour aller faire ci ou faire ça. Alors, si on peut ouvrir le dialogue et parler davantage de qu'est-ce qui va arriver, plutôt que d'avoir à se battre avec la fatalité de qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est là que ça va arriver. Alors, moi, je dirais que c'est ça, que je dirais qu'il faudrait qu'il y ait plus d'informations, De prévention. plus de prévention, plus de préparation.
et que les gens soient conscients qu'il faut en parler avec... vous avez 30 ans, vos parents ont 50, 60 ans. Ah oui, lancez là la question. Comment vous voyez ça dans l'avenir? C'est quoi votre perception? C'est quoi votre... quand il va arriver un problème, ben, d'en parler. C'est en grande partie régler le problème ou ouvrir le dialogue, tout simplement. Pour ta part? Oui, je pense que c'est important, qu'est-ce que tu dis. Il y a tellement de choses qui devraient changer. C'est sûr que si on s'exprime davantage et on discute, c'est sûr que ça va aider le reste. Qu'est-ce que je devrais préparer lorsque ce sera votre tour? Si on prend en considération qu'au début, la question, c'était pour des aînés comme vos parents, mais disons, si on est plus réaliste, et que lorsque vous allez être rendu à 75 ans, 80 ans, 85 ans, qu'on a encore plusieurs années à se préparer, autant nous comme professionnels ou comme vous disiez tantôt, la société, qu'est-ce qui concrètement devrait être mis en place? Mais moi, je pense que c'est important d'avoir des like seminars. Je sais pas comment tu dis ça en français. Des séances d'information, des C'est ça. conférences. Des séminaires, moi. Oui, de 55 et plus, disons. Mais vraiment faire un boom. Tu sais, attirer le monde à aller s'informer, écouter. Comme ça ouvre la discussion en famille et les préparations. Qu'on ne va pas se retrouver comme nos parents aujourd'hui, qu'il y a c'est l'autre génération qui doit prendre la décision. Tu sais, mettre le monde en avant le fait, parce que pas tout le monde a une situation comme la nôtre, qu'on a encore nos parents, puis ils s'en vont pas à résidence. Mais ça veut pas dire que ça va pas être mon cas, même si j'ai pas des parents comme ça, tu sais. Fait informer le monde, qu'est-ce que ça peut être. Ou, j'ai vu à Noël, je pense, ou un peu avant Noël, où quand Sélection faisait aller un week-end, tu sais, des affaires comme ça, je trouve que c'est génial. Tu sais, aller passer un week-end pour voir comment c'est avant que tu prennes ta décision si tu veux y aller. Mais au lieu d'être comme ça, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas tout rentrer dans des résidences pour un week-end, mais faire des séminaires, des points d'information, que ça soit sur Internet, que ça soit en personne. En personne, moi, je pense que ça serait même mieux, parce que tu peux faire parler du monde qui l'ont vécu. Tu sais, disons, quelqu'un de 60 ans qui c'est déjà 2 ans qu'ils sont dans une résidence. Expliquer leur expérience. Fait qu'une personne comme moi, ben j'y vais parce que ça m'intéresse d'écouter, puis là, j'entends des vrais faits, tu sais. Pas juste de la paperasse, parce que pas tout le monde le lit, hein. Tu vas à la pharmacie, ils ont un pamphlet, tu le prends, ou tu vas au CLSC. Mais c'est de l'information, mais il n'y a pas de vécu derrière l'information. Exact. Fait que c'est parfois peut-être difficile de s'imaginer juste par rapport à ce que tu lis comme information au lieu de l'histoire de vie de l'autre personne. Là, tu es capable peut-être plus de te retrouver à ce moment-là. C'est ça. C'est des faits réels, tu sais. Moi, je dirais que on parle beaucoup de... On est dans les âges où est-ce que on nous demande de faire de la planification financière pour notre retraite, il y a des conseillers en placement pour notre retraite, il y a des guides, tu vois, sur Internet, tu vois. Il y a un paquet de documents qui existent pour nous aider à planifier ça financièrement, notre retraite. Mais il n'y a pas vraiment rien qui nous permet de planifier un peu qu'est-ce que va être notre vie ou notre qualité de vie à notre retraite. Puis c'est un peu de ça le grand défi. Alors, oui, de l'information, comme Anna le dit,
conférence. Même, je sais pas, ne serait-ce que les questions que vous nous avez posées, les mettre sur un papier ou sur un guide, ou puis faire ça comme étant un peu comme un jeu de société, où est-ce que une famille réunie autour d'une table pourrait parler de ces questions existentielles-là et prendre le temps d'écouter chacun la réponse, qu'est-ce qu'ils ont à dire à cette question-là, comment eux l'interprètent, en commençant évidemment par les personnes les plus âgées, mais je pense que ce serait pertinent. Et oui, on a besoin d'être davantage informés de tous les tenants et les aboutissants de tout ça, parce que oui, on est un peu effrayé, on a un peu peur. Alors j'imagine que quand on a 80 ou 90 ans, puis qu'on sent nos moyens s'en aller, on est encore plus peureux, plus effrayé. Mm-hmm. Alors oui, davantage de formation et d'information. Pas tellement de formation, mais d'information. Puis ce qu'on comprend de vous deux, c'est que votre génération est quand même plus ouverte à qu'on aille de l'avant avec ces informations-là. Comme on a dit tantôt, la génération de vos parents était peut-être un peu plus tabou dans ça, mais les gens de votre génération, cette information-là, vous voulez la voir. Absolument. Vous voulez la donner. Parce qu'au fond, ce que je comprends avec ce que tu dis, quand que c'est pas juste des papiers ou des dépliants, c'est que tu voudrais que l'information soit plus dynamique. C'est ça. Il faudrait qu'elle soit plus adaptée à des gens de notre condition. Je veux dire, on n'est pas des personnes, on n'est pas des vieillards, on n'est pas des... et c'est sûr que... Mais on le voit. Comme quand tu vas, disons, dans le Nord, ils font Inter-West. Exact. Le même concept. Mais pour le monde de notre âge, que, tu sais, il faut que tu commences à planifier ta retraite ou... toutes tes choses, mais pas l'argent. Où tu veux être dans 5 ans. Plus l'aspect social. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'ouverture? Il y a ça, tu peux avoir ça, ou tu peux avoir ça, ou ça. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Puis... C'est un peu une responsabilité à nous comme professionnels aussi oui. de faire propager cette information-là. Absolument. Puis je suis sûr qu'on n'est pas les seuls on est devant l'inconnu. Si vous nous demandez quels sont les services disponibles qui peuvent être offerts à des personnes comme nos parents, dans votre quartier, on ne le sait pas. On n'est pas informé. Puis à quel endroit tu irais chercher? Je t'appellerai. Je veux dire, ou j'essaierai de parler avec une infirmière, ou je fouillerai sur Internet pour trouver des ressources, mais on n'est pas au courant de toutes ces choses-là. Puis, est-ce qu'on a du temps pour être... On a une vie qui est trépidante encore, on a une vie... Mais par contre, c'est important. Alors, l'information, la prévention, et tout ça, ça devient vraiment essentiel C'est pas juste le temps. Tu sais, Louis, si tu me dis, va faire des recherches pour tes parents, je sais même pas où aller. Par où commencer? Oui. Parce que ça pourrait t'amener... c'est ça. Comme là, j'ai été chanceuse parce que ils ont changé la travailleuse sociale de mon père. Une chance, parce que celle-là qu'il y a maintenant, superbe. Elle est venue à la maison, j'ai demandé d'être là, fait prendre rendez-vous avec moi. Elle est venue à la maison, elle a eu de l'écoute, fait que j'ai expliqué tous les problèmes qu'il y avait. Puis elle a regardé au dossier. Puis elle avait vu des notes ici, là, mais il n'y avait rien de détails. de concret, puis de... C'est ça. Avec un plan. C'est ça. Fait que là, j'ai dit ouvertement, regarde, je sais pas quoi faire. Fait que j'aurais vraiment besoin de l'aide. J'ai besoin que... Parce que en plus, nous, on a eu mes parents ici pendant 6 semaines. Fait que, comme Louis disait tout à l'heure, c'est très différent quand tu vis avec quelqu'un ou quand tu vas chez eux.
OK? Fait que tu te rends compte de la perte d'autonomie, tu te rends compte de plein de choses. Fait que si c'était pas pour cette madame-là, la travailleuse sociale, je savais même pas où aller. J'avais pensé de parler à mon médecin pour voir qu'est-ce qu'elle pouvait me suggérer. Tu sais, c'est pas normal, là. Non, c'est ça. C'est que les chemins, il y a tellement de chemins possibles d'un côté, mais en même temps, tu veux prendre le bon, puis tu veux pas essayer les 10 non plus. C'est ça. Fait que tu vois, là, maintenant, la travailleuse sociale, elle va lui donner des plages d'heures à ma mère. Fait qu'ils ils vont déjà mardi et vendredi pour prendre le bain à mon père. Fait qu'ils vont y aller 3 heures et 3 heures. Mais je l'ai remercié, je sais pas combien de fois, cette jeune dame, parce que, elle m'a ouvert des portes, elle m'a expliqué comment que ça marche, elle m'a... Tu sais, parce que tu te sens comme une personne aveugle, tu sais, tu marches, tu sais pas où tu t'en vas. Fait que, mais on a été chanceux ce coup-ci. Le coup d'avant, C'est pas la zéro même chose. assistance. Il y avait zéro d'intérêt. Même le lit d'hôpital, on a dû l'acheter. Puis, c'est pas normal. Non. Mais on savait pas qui appeler, quoi faire, comment faire. Non, surtout que justement, tu parles du lit d'hôpital, habituellement, c'est un service qui peut être offert par le CDC du quartier, par C'est le ça. CIS de la Naudière ou de Laurentides. Fait que, ce que je comprends aussi, c'est quand vous parlez d'informations, autant pour vous dans l'avenir, mais en même temps comme vous, pour vous aussi comme proche aidant. Ben oui. Les deux choses. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, on se trouve en avantage parce qu'on le vit, là. Fait que l'avantage pour nous, C'est que vous allez être prêt, rendu à vous. exact. Et c'est un avantage pour vous, nos enfants. Tu Ouais. comprends? Parce que vous avez... On le vit, là. Oui, c'est ça. Vous Fait allez qu'on- à lever. on va apprendre, tu sais. Mais c'est toutes des informations que moi, j'aimerais ça. Tu sais, c'est sûr, tu sais, des fois, on regarde des publicités, ils font des publicités pour n'importe quoi. Tu as 50 ans, 60 ans, tu peux être assuré. Tu sais. Pourquoi ils font pas des publicités comme, je sais pas, allez on this site pour vous ouvrir les portes to your senior life, tu sais? Ça, c'est des affaires importantes. Session d'information où est-ce que les personnes, mettons mes parents, pourraient être conviés avec leurs proches aidants, où est-ce qu'ils pourraient avoir plusieurs choses qui pourraient être discutées, différents services, des intervenants, des choses qui sont possibles, et que ça coûte de l'argent ou que ça coûte pas d'argent, parce que les gens sont prêts à payer s'il le faut, je veux dire, pour avoir des Ben, services. s'ils ont un bon Il service, peut avoir c'est sûr. il peut avoir des choses, évidemment, gratuites, mais ne serait-ce que pour faciliter la vie des gens, parce que on le sait, quand quelqu'un est en institution, c'est lourd et c'est difficile pour la société à gérer, mais on est au courant, je veux dire, de tout, on n'est pas au courant de tout ce qui se fait. Alors, et ça, ils en parlent beaucoup en ce moment. Ils parlent des pays comme le Danemark ou la Finlande qui investissent beaucoup d'argent justement dans les services auprès des gens à domicile, plutôt que d'investir dans des grandes infrastructures pour accueillir ces gens-là dans des hôpitaux ou dans des CHSLD. Et pourquoi pas le faire? Mais ici, on le fait. Je suis convaincu qu'il y a une multitude de services qui sont déjà en place. Mais on n'est pas informé. On ne le sait pas. Je trouve vraiment ça intéressant ce que vous dites les deux parce que on ne vous le cachera pas que quand on a des rencontres, disons, avec le CIS, que ce soit à Laval, Laurentides ou la Naudière, ou d'autres organismes communautaires, on se tape souvent dans le dos en se disant « Ah ben, on est partout. » Les gens ont un beau site pour venir s'informer là-dessus, mais quand on demande « Ok, mais combien de personnes y vont dessus? » Souvent on dit « Ah ben, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent voir le site. » Fait que ce qu'on peut en conclure, surtout si je me base sur vous qui êtes justement très informé et que vous voulez de l'information, vous êtes capable de trouver, c'est que cette information-là est quand même actuellement difficile à trouver et n'est pas nécessairement si accessible qu'on le pense dans le domaine. Là. Ouais. Mm-hmm.
Est-ce que ça serait parce que nous, on a les mots, parce qu'on utilise ce vocabulaire-là au quotidien, que quand on met ça sur notre barre de recherche, on a l'impression que toute notre information apparaît, mais qu'au bout de la ligne, vous qui n'êtes pas dans le domaine, C'est difficile. puis que vous pas n'avez pas évident. nécessairement nos terminologies de vocabulaire, non, c'est c'est peut-être ça. là que ça vous amène ailleurs. Absolument. Absolument. Puis tu deviens encore plus frustré parce que là, tu mets comme moi, je suis experte à aller sur Google, where can I find? Mais là, je me retrouve à des enfants qui n'ont pas de sens, tu sais, fait que je dis, OK, c'est moi qui n'ai pas bonne, tu sais. Fait que t'arrêtes de regarder. Ou tu fais tes recherches en anglais, puis là, ben, l'organisme communautaire de ton secteur il est juste en français. Fait que t'as bien beau chercher en anglais, il n'y a rien qui apparaît dans vois, ton c'est secteur ça. parce que t'es pas dans la bonne langue, on C'est pourrait ça. dire. Ils devraient faire, après 55 ans, tu sais, comme les jeunes jusqu'à 18 ans, tu vas au dentiste, tu as un check-up sur le RAMQ. Ils devraient faire la même chose, le monde de 55 et plus. Une fois par année, on doit aller pour une information. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est Un peu ou comme, une visite à domicile d'une c'est travailleuse ça. sociale, Comme juste pour quand, dire. comme quand tu perds ton emploi, quelques mois après, l'assurance emploi t'appelle, te dire venez ici, on va vous convier une session d'information, puis on va vous montrer comment trouver un emploi, comment faire, puis c'est obligatoire. Si tu y vas pas, T'es coupé. malheureusement, tu es coupé. Et puis tout le monde y va, c'est bizarre, il y a 100% de taux d'occupation, tout le monde y va. Mais il pourrait avoir exactement la même chose, je veux dire, avec les gens, une session d'information. Tu veux ton chèque de pension parce que tu as atteint cet âge-là, ben pour avoir ça, il faut que tu fasses la séance. Oui, pour avoir différents, Oui, mais même, différents moyens. comment on peut décrire ça? Ben peut-être que c'est pas attrayant, ces sujets-là. C'est peut-être que... Ben, ça va devenir notre réalité. Fait que tu as besoin d'être... T'es mieux si tu t'informes. Tu sais, façon, si tu es du dans le déni, c'est sûr que même avec les informations, tu vas pas aboutir de le faire. Mais c'est pas tout le monde qui sont dans le déni. Exact. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui veulent des infos. Puis, s'ils feraient quelque chose comme ça, tout serait beaucoup facile, même sur le programme de santé. Parce que le monde se programme. Tu sais, ils se prennent en main. Ils se prennent en charge de leur vie, où ce qu'ils veulent être, qu'est-ce que c'est leur option. S'ils ont besoin plus d'aide médicale, c'est ça que j'ai comme option, c'est ça. Sinon, ben, tu sais, ouvrir des portes. Un genre de bottin que s'il m'arrive ça, je clique là, voici l'arbre qui apparaît, puis là, ben, oui ou non, puis là, ben, à toutes les places, il y aurait comme une option qui s'offre dans les services qui existent. C'est ça. Puis en espérant, comme tu dis, Louis, que maintenant, qu'on ait passé la pandémie, qu'on a mis la lumière sur tout ça, que les priorités sociales vont être remises en question, puis peut-être remises en avant, justement. Parce que, comme tu disais, Anna, les assurances, on en parle, tout ce qui est affaires de décès, on en parle. Mais on est un peu forcé de constater que c'est toutes des choses monétaires et capitalistes. Donc oui, on va en parler plus. Mais tu sais, en même temps, comme tu dis, si les gens seraient plus informés, ils seraient mieux préparés et on ne serait pas tout le temps en train de gérer des urgences sociales et que peut-être le réseau serait moins encombré. Absolument. La prévention, c'est le secret. C'est tout simplement. Puis tout le monde serait plus heureux, Louis. Absolument. Parce que là, tu vis des catastrophes sur des catastrophes sur des catastrophes. Puis t'as jamais le temps de te reprendre, C'est ça. de reprendre ton Fait que souffle. là, tu sais. t'as une société déprimée. Ça a tellement de négatifs si on se prend pas en main. Puis je comprends pas pourquoi le gouvernement le voit pas, tu sais, le côté santé. Tu sais, parce que je dis c'est pourri, mais je parle, tu sais, si je pense à un autre pays, on a quand même, tu sais, on a quand même beaucoup d'aide, là. Mais quand je dis pourri, je parlais des aînés, tout ce qui est arrivé. Mais je trouve qu'on peut s'améliorer. Ils dépensent déjà beaucoup d'argent dans notre système. Mais pourquoi vous n'allez pas mettre des affaires qui vont aider? Ça va aider tout le monde. Ça va pas juste aider le monde qui commence à aller vers cet âge-là. Ça va aider nos jeunes qui vont voir qu'est-ce qu'on fait.
Fait que ça va... tu sais, Ça va aider les générations. C'est ça. Chaque génération Puis tout le monde va à- être mieux préparé. Parce que si on regarde la génération Y, là, that's a disaster waiting to happen. Puis dans tout. Fait que si on peut les préparer un peu, ça serait juste du bon. En parlant de préparation et de léguer des choses pour les générations, quel héritage désirez-vous laisser à vos proches? Communication. Et beaucoup d'amour. Être passionné par ce qu'on fait. Ça, je pense que j'aimerais ça que mes proches se souviennent que c'est important d'être passionné par les choses qu'on fait. Et puis, être patient, on en a parlé au début. Être patient avec nos enfants, être patient avec nos parents, être patient avec notre voisin. Ça, si le monde était patient, un peu tolérant puis patient, il y aurait bien des conflits qui n'existeraient pas. Ça, c'est sûr. Et puis, rester ouvert d'esprit. Merci. Ça nous amène à notre dernier segment, le segment Améthyste, qui est un message aux aînés, aux étudiants, à nos auditeurs, par rapport à tout ce qu'on a parlé, mais aussi par rapport à votre expérience de vie. Tu peux répondre. Encore une fois, avoir des rêves, pas arrêter de rêver, être passionné dans ton métier, passionné dans ta vie amoureuse, être exigeant envers soi, pas accepter les demi-mesures ou savoir pardonner. Puis aimer. C'est ça que je voudrais. C'est ça que je voudrais. Je vais juste ajouter rester unis. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, c'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'Heure dorée. Au nom de toute l'équipe du Mauve, je remercie Anna et Louis. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un très bon moment comme moi. Donc, chers auditeurs, je suis très contente de terminer cet épisode avec vous et on se revoit dans un prochain podcast dans 2 semaines. À bientôt!